Tout juste revenus d'une nouvelle mésaventure en terre sauvage, les X-Men continuent de goûter à leur nouvelle vie paisible dans le désert d'Australie, tandis que le reste du monde les croit toujours décédés. C'est aussi une période relativement calme pour les ennemis acharnés des mutants qui, quant à eux, poursuivent leurs affaires comme si de rien n'était, convaincus d'avoir les coups des franches. Ainsi, Nemrod, la sentinelle ultra perfectionnée venue du futur et exterminatrice de mutants, passe son temps sous forme humaine à rendre la justice autour de lui, attaquant tantôt des voyous, tantôt des braqueurs et redistribuant les butins. De son côté, Sebastian Shaw essaye de convaincre le sénateur Robert Kelly de voter un budget faramineux destiné à créer de nouvelles sentinelles, celles-là même qui donneront naissance plus tard au fameux Nemrod. Mais le sénateur s'y refuse, son point de vue sur les mutants ayant changé depuis ces dernières années. Shaw ronge donc son frein tout en sachant très bien que la chance, tout comme les convictions personnelles, peut tourner à tout moment. Et justement, alors qu'il travaillait incognito sur un chantier en pleine ville, Nemrod entre en contact malgré lui avec une unité issue du programme d'un mood initial et commence alors à se transformer pour répondre à cette nouvelle programmation. La menace est telle, pour les humains comme pour les mutants, que les X-Men présents non loin sortent de leur réserve pour batailler ferme contre le nouveau moule qui se développe à toute vitesse. L'issue de ce combat sera malheureuse pour tout le monde puisque l'équipe mutante perdra Malicia, emportée par ce qui restait de la créature cybernétique dans le seuil du péril, tandis que le sénateur Kelly sera affligé par la mort brutale de sa femme durant l'échauffourée. Vaincu et moralement brisé, Kelly se range aussitôt du côté de Sebastian Shaw et promet de voter n'importe quel budget pourvu que cela suffise à venger la mort de son épouse. Évidemment, le roi noir est ravi. Depuis quelques jours, le village abandonné des Rivers, où habitent désormais les X-Men, est le théâtre d'une bien étrange visite. En effet, après avoir suivi sans se faire voir les femmes de l'équipe qui faisaient un brin de shopping à Los Angeles avant de franchir un portail vers l'Australie, la jeune mutante répondant au nom de Jubilation s'est retrouvée d'un coup coupée de son mode de vie habituel mais capable de prendre aussitôt ses marques dans ce nouvel environnement. Explorant dans les moindres détails les pioles des héros ainsi que l'ensemble des tunnels secrets sous le village, qui abritent entre autres le délicat système informatique qui régente le tout, Jubilé n'a qu'une hâte, rejoindre les rangs des X-Men. Mais son pouvoir de générer de petits feux d'artifice n'a rien de bien impressionnant, donc elle préfère rester dans l'ombre et continuer d'observer les héros. Et grand bien lui en prend puisqu'elle sera le témoin privilégié de l'attaque soudaine et non moins brutale des Rivers, revenus en nombre cette fois, sous la supervision de leur chef, Donald Pierce, ancien roi blanc du Club des damnés, et haïssant souverainement les mutants lui aussi, même s'il s'adjoint parfois les services de certains d'entre eux. Ainsi, à ses côtés, on retrouve une certaine Lady Deathstrike, dotée comme tous les autres de prothèses cybernétiques, mais également de longues griffes de métal tranchantes, à l'instar de Wolverine, qu'elle semble vouloir tout particulièrement se réserver. Acculé, Logan finit par être capturé et exposé comme un sinistre trophée par les Rivers, à la merci du soleil impitoyable du désert, crucifié pour être mutant. Mais le petit homme résiste malgré tout à la torture de Pierce, qui enrage en jurant de le briser coûte que coûte. Avec l'aide de Jubilé, Logan finit par se libérer complètement et regagne la sécurité des tunnels en sa compagnie, la laissant le soigner du mieux qu'elle peut pour reprendre des forces avant le combat de revanche qui l'attend. Les autres membres de l'équipe finiront par le rejoindre et l'épauler dans la contre-attaque qui se prépare, mais Pierce a déjà d'autres projets en tête, notamment de s'en prendre au laboratoire de Moira MacTaggert sur l'île de Muir, au nord de l'Écosse. Profitant d'un portail généré par Gateway, les Rivers se déchaînent sur les côtes de l'île, défendus bec et ongle par le Hurleur et quelques mutants nouvellement arrivés autour de Forge, le tout rejoint par la suite par la Freedom Force de Mystique. L'on pourrait croire que les forces en présence sont relativement égales, mais en réalité les mutants n'emmènent vraiment pas large et désespèrent d'obtenir des renforts rapidement. La victoire qu'ils arracheront de justesse coûtera la vie de Destinée, la partenaire de Mystique et clairvoyante mutante aux dons énigmatiques. Un peu avant l'attaque, Magneto était lui aussi présent sur Muir pour signifier à Moira qu'il lui laissait les rênes de l'Institut Xavier, ou plutôt de ce qu'il en reste, et la charge de retrouver les nouveaux mutants dont il a perdu la trace et le commandement. Eric décide de reprendre ses anciennes habitudes et redevient pleinement Magneto, le redouté maître du magnétisme, en prétextant qu'ainsi concentrés sur lui, les commandos humains ne feront plus attention aux plus petites structures comme Muir, qui pourront alors continuer d'abriter des mutants sans danger. Ce qui se révèle une assez mauvaise interprétation de la situation et des connaissances réelles de l'ennemi concernant les forces mutantes, mais Magneto n'est déjà plus sur les lieux quand l'attaque des Rivers se déclenche et ne peut donc apporter son soutien qui aurait été crucial pourtant. Un remords et une insulte que le maître du magnétisme, quand il en aura connaissance, ne laissera sûrement pas passer. Enfin, au cœur de la Chine, la cité secrète du mandarin est assiégée par un unique assaillant, désireux de rencontrer le maître des lieux pour lui faire une singulière proposition. Agissant au nom de La Main, le jeune homme que l'on soupçonne d'être mutant suggère au criminel international qu'il serait bien mieux servi par un assassin mutant impitoyable et surtout programmé en amont, plutôt que par des hordes d'humains sans talent. À ce titre, La Main offre généreusement Betsy Braddock au mandarin pour tester sa loyauté. Capturée précédemment, Psylocke est soumise à de terribles cauchemars et rituels impies mêlant les savoirs combinés du mandarin et de La Main pour briser son esprit et remanier sa forme physique, lui conférant désormais les traits d'une autre femme et les talents martiaux et des talents martiaux redoutables. Après ces sombres expériences, la nouvelle Psylocke jure allégeance au mandarin, inaugurant sans doute ainsi une nouvelle ère de terreur aux mains du criminel patenté.
Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas pris beaucoup de plaisir à la lecture de cette intégrale et je suis le premier à le regretter amèrement puisque j'en avais fait l'acquisition en 2013 avec beaucoup d'attentes. Il s'agit en effet de l'album rassemblant les chapitres de l'époque de ma naissance. Je me sentais donc particulièrement investi et impatient de dévorer ces quelques chapitres que j'imaginais mémorables à plus d'un titre. Hélas, il n'en fut rien ou pas grand-chose. Les histoires sont passables sans plus, pas franchement dignes des années précédentes, surtout quand on compare au début de 1989 et au crossover Inferno, chroniqué précédemment. Les enjeux sont ridicules ou bien complètement inégaux et le dessin fleure bon l'amateurisme, les Rivers et Pierce, leurs meneurs, ressortant tantôt ridicules d'aspect, grotesques amalgames de chair et de circuit, tantôt complètement brouillons, au point que je me suis plusieurs fois demandé s'il n'y avait pas eu un problème avec le traitement des planches originales. Enfin, je me console en savourant le tout dernier chapitre, celui où Psylocke rejoint donc les rangs de l'organisation du Mandarin, pour le meilleur et surtout le pire. J'ai hâte d'en lire davantage à son sujet, surtout qu'elle dispose maintenant enfin de ce fameux corps asiatique, fait pour le combat rapproché et l'assassinat qui a tant fait parler d'elle dans la décennie suivante et au-delà. En fait, il faudra attendre l'ère Krakoa de Jonathan Hickman pour enfin découvrir à qui appartenait en réalité ce corps avant que l'esprit de Betsy n'y soit installé de force, du moins à ce qu'il me semble. Des histoires et intrigues pas folichonnes, des dessins bâclés, l'année 1989 se termine d'une triste façon pour moi et je ne peux cacher ni taire ma déception. Heureusement, on changera enfin de décennie et de génération la prochaine fois, puisqu'on entrera dans les vertes années 90 et que l'on pourra alors pleinement savourer toute leur folie flirtant bien souvent avec le génie. Ça aura pris du temps et j'en suis désolé, mais nous allons finalement rejoindre les premières chroniques de cette chaîne et de cette playlist. Je ne vous demande donc qu'encore un peu de patience avant que toutes les pièces du puzzle ne se mettent en place à vos oreilles.